Alors, très chers inconditionnels de Web Info Télévision, bienvenue dans cette nouvelle séance des décryptages, toujours sur Web Info Télévision. Alors, cette émission est consacrée, n'est-ce pas, à l'analyse et même au décryptage de plusieurs faits marquant l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs, qu'il s'agisse des actualités politiques, sportives, culturelles, sociales et même économiques. Donc, dans les cadres de ces numéros, nous vous plongeons, n'est-ce pas, dans les faits chauds de l'actualité en République démocratique du Congo. Alors, occasion, faisons les larrons, très chers abonnés. Nous revenons une fois de plus sur la visite de Félix Tshisekedi en Angola pour aller y rencontrer son homologue Joao Lorenzo dans les cadres toujours de la facilitation de questions de la crise sociopolitique en République démocratique du Congo. Et donc, Félix Tshisekedi s'est résolu, n'est-ce pas, de rentrer une fois de plus vers son homologue, de revenir une fois de plus vers son homologue angolais pour tenter de le convaincre de mener des bons offices en ce qui concerne la crise en République démocratique du Congo. Joao Lorenzo, d'ailleurs, qui a été qualifié des champions de la paix en Afrique par Félix Tshisekedi il y a encore quelques jours. Donc, c'est encore vers cet homme-là que se détourne Félix Tshisekedi pour essayer tant soit peu de résoudre le problème sécuritaire en République démocratique du Congo. Et donc, à l'issue de la rencontre entre les deux hommes, il y a eu un compromis qui a été pris, notamment celui de permettre à Joao Lorenzo, le président angolais, de mener des bons offices ou de mener les processus de dialogue entre différents acteurs congolais, qu'il s'agisse, puisqu'on a parlé du dialogue inclusif, donc qu'il s'agisse de autorités armées comme des autorités non armées d'ailleurs. Donc, face à face, ces dialogues devraient mettre face à face les régimes en place en République démocratique du Congo et les opposants, aussi bien les opposants armés que les opposants non armés. Voilà donc c'est en quoi consiste, n'est-ce pas, ces dialogues inclusifs qui devraient mener, n'est-ce pas, Eduardo Joao Lorenzo en République démocratique du Congo. Mais pour en arriver là, Félix Tshisekedi a fixé le préalable, ses propres préalables à lui avant que ces dialogues-là ne se tiennent ou avant qu'il ne rencontre les opposants congolais. Donc, Félix Tshisekedi a émis des préalables. Je vais devoir vous lister ces préalables-là. Le premier préalable de Félix Tshisekedi, c'est que la médiation de ces dialogues-là devra être conduite par l'Angola. Et qui dit Angola dit bien évidemment le président angolais Joao Lorenzo. Alors là, Félix Tshisekedi va en quelque sorte en déphasage ou en contradiction avec les évêques qui voulaient mener la médiation du dialogue intercongolais. Donc, pour Félix Tshisekedi, ces dialogues-là entre Congolais doit être mené par ou doit être facilité par le président angolais Joao Lorenzo. Alors, les lieux également de ces dialogues-là, pour Félix Tshisekedi, ça doit être Kinshasa ou rien. D'ailleurs, sa position a été soutenue par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a également déclaré que la RDC ne négociera avec les M23 qu'à Kinshasa et pas ailleurs. Donc, pour Kinshasa, le dialogue, si bien il devrait avoir lieu, si les dialogues devraient avoir lieu, il ne pourra être possible qu'à Kinshasa. Donc, c'est ça la position. Le deuxième préalable de Félix Tshisekedi. Alors, il a aussi évoqué la question de Senko et SCC. Vous savez, la Senko et les SCC étaient, n'est-ce pas, disposés à mener les bons offices entre les politiques congolais, entre notamment Félix Tshisekedi, Kinshasa, le M23 et d'autres leaders politiques de la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas du tout l'idée de Félix Tshisekedi qui voudrait que la Senko et les SCC, c'est-à-dire les évêques, participent à ces dialogues en tant que simples participants, pas en tant que médiateur. Donc, Félix Tshisekedi ne veut pas non plus de la Senko et de l'ECC comme médiateur de ces dialogues-là. Alors, il a également fixé un préalable de cesser le feu
il a obligé au M23 avant de participer à ce dialogue-là, qui sera bien évidemment conduit par Joao Lourenço, de déposer les armes, de cesser les feux. Donc les M23 pour Félix Tshisekedi, avant d'être engagés dans les dialogues intercongolais, doivent d'abord, n'est-ce pas, cesser le feu et déclarer ces cesser les feux là. Alors il s'est aussi, Félix Tshisekedi toujours engagé à libérer certains prisonniers politiques au cas par cas. Donc c'est de cette fameuse libération conditionnelle. Félix Tshisekedi a tenu à assurer qu'il ne libérera pas tout le monde dans une même vague et que donc il s'en tient toujours à sa fameuse libération conditionnelle au cas par cas. Donc il ne va pas, il n'est pas prêt à libérer tous les opposants, tous les prisonniers actuellement en détention, que ce soit au niveau de Kinshasa ou ailleurs, notamment des prisonniers ici, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Donc Félix Tshisekedi, retenez très chers abonnés qu'il est prêt au dialogue, mais moyennant certaines conditions, certains préalables. Le premier préalable, c'est que ces dialogues-là connaissent comme médiateur l'Angola et le président Joao Lourenço et pas quelqu'un d'autre. Que ces dialogues-là aient lieu à Kinshasa et nulle part ailleurs. Donc c'est ça, en quelque sorte, le principal préalable fixé par Félix Tshisekedi. Alors, ces préalables-là posent problème, beaucoup de questions également, puisque Félix Tshisekedi est totalement en déphasage, même avec la position de ses différents interlocuteurs. Alors, vous savez, autant les clans, par exemple, Fayoulou soutient que les dialogues intercongolais doit connaître comme médiateur la CENCO et les CC. Autant les M23 aussi n'est pas du tout contre cette position-là, mais les M23 est surtout concentré au processus de Doha. Le processus de Doha qui met sur table Kinshasa et le M23. Donc le M23 reste accroché au processus de Doha. Donc il y a aussi plusieurs opposants congolais qui soutiennent que ces dialogues-là doivent avoir comme médiateur la CENCO et les CC, c'est-à-dire les évêques. Mais Tshisekedi n'entend pas du tout de cette oreille-là ces différentes positions, puisque lui veut que son principal collaborateur dans la sous-région, l'un de ses principaux alliés vraiment, hein, Joao Lourenço, le président de l'Angola, puisse mener les bons offices de ces dialogues-là. Alors, ça pose problème, comme je venais de le dire. Pourquoi? Parce que Joao Lourenço ne fait pas du tout l'unanimité. Il vous souviendra que lors du premier dialogue qui avait eu lieu entre le M23 et Kinshasa, l'Angola avait été décliné par une des parties au conflit. Donc, forcément, aujourd'hui, Joao Lourenço ne correspond pas au cahier des charges de tous les belligérants, mais également de toutes les parties prenantes à ces dialogues-là. J'ai parlé de l'opposition armée et l'opposition non armée. Donc Tshisekedi voudrait que ce soit le président Joao Lourenço qui assure les bons offices de ces dialogues intercongolais qui pointent à l'horizon. Alors, le président Joao Lourenço, qui a été débouté il y a encore quelques temps par Félix Tshisekedi, on va devoir y revenir, revient une fois de plus à la charge aux yeux de Félix Tshisekedi, parce qu'il vous souviendra que début 2025, Félix Tshisekedi avait complètement débouté le président angolais dans le cadre de processus de paix et il s'était tourné plutôt vers le Qatar à Doha. Donc Tshisekedi est en quelque sorte en train de se disperser. Il est à la fois à Doha, la RDC est à la fois engagée dans le processus de paix de Doha, mais également le processus de paix de Washington qui a d'ailleurs abouti par la signature, n'est-ce pas, des accords de Washington entre la RDC et le Rwanda. Et maintenant, Tshisekedi s'engage dans un nouveau processus, cette fois de médiation mené par
le président angolais Joao Lorenzo. Donc, il est tellement dispersé qu'on se demande vraiment son véritable agenda politique dans le cadre de ces conflits opposant Kinshasa et les M23. Donc, on ne sait pas trop où situer la position congolaise par rapport à cette problématique. Alors, Joao Lorenzo, vous le savez, le président angolais est à la tête de l'Union africaine, disons à la tête de l'Union africaine, oui, voulais-je dire, mais il y est encore pour quelques temps, puisque dans 2 mois seulement, son mandat à la tête de l'Union africaine sera terminé. Alors, une frange de l'opinion congolaise pense que après ces 2 mois, il n'aura pas suffisamment de légitimité puisqu'il ne sera plus président de l'Union africaine pour, n'est-ce pas, mener ces dialogues-là. Et imaginez-vous, le prochain candidat à la présidence de l'Union africaine, c'est le Burundi. Donc le Burundi non plus ne fera pas l'unanimité par rapport, n'est-ce pas, à la médiation de ces dialogues-là. Alors, le deuxième préalable de Félix Tshisekedi pose également problème puisque Tshisekedi voudrait que ces dialogues-là se tiennent à Kinshasa. Kinshasa, la capitale congolaise. Alors, comment, c'est la question principale, comment assurera-t-on la sécurité des opposants, notamment de l'opposition armée? Là, j'ai fait allusion au M23 à Kinshasa. Si bien que même les simples opposants aujourd'hui qui manifestent un désaccord par rapport à la gouvernance de Tshisekedi ne sont pas du tout en sécurité à Kinshasa. La principale question, c'est comment Kinshasa réussira à assurer la sécurité aux parties prenantes à ces dialogues-là, notamment les M23. Donc, il y aura une délégation du M23 qui ira à Kinshasa en toute sécurité et qui s'y installera. Donc, ça pose également problème quant au lieu même choisi par Félix Tshisekedi pour, n'est-ce pas, mener ces dialogues-là. Alors, l'autre préalable de Tshisekedi avant que ces dialogues se tiennent, c'est les cessez-le-feu imposés par, disons, les cessez-le-feu proclamés par les M23. Alors là aussi, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que les M23 n'a plus du tout confiance en la parole de Tshisekedi. C'est ça le problème aussi. Puisque pour qu'il y ait des dialogues, pour qu'il y ait un processus de paix, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, des dialogues sains, il faut que ceci soit tapissé par la confiance mutuelle entre les parties prenantes. Or, aujourd'hui, il s'observe un certain manque de confiance entre les M23 et Kinshasa. Donc, pour les M23, c'est impossible, n'est-ce pas, de suivre, de respecter ou de suivre les dictats de Tshisekedi ou la position même de Tshisekedi. C'est difficile également pour eux de croire en la parole de Tshisekedi. Donc, il y a un souci de confiance de ce point de vue-là. Alors, demander, exiger au M23 de cesser le feu, c'est compliqué à l'heure actuelle puisque non seulement les M23 actuellement tiennent vraiment des pans du territoire congolais, des pans importants puisqu'on parle du nord et du sud Kivu, mais également des chefs-lieux de provinces, des provinces encore une fois très riches. Goma, Bukavu et même la ville d'Uvira est passée sous leur contrôle il y a encore quelques mois. Donc comment imposer un cessez-le-feu au M23 dans cette situation-là, dans cette condition-là, connaissant aussi que les M23 sont aujourd'hui en train d'accuser Kinshasa de profiter de leur bonne foi, de leur confiance, disons de leur respect aux différents processus de paix pour multiplier des assauts. On a vu dernièrement des drones de l'armée congolaise frapper les positions du M23 et malheureusement il y a eu des civils qui ont été tués dans le cadre de ces bombardements-là. Alors, comment imposer au aujourd'hui, comment Tshisekedi peut imposer au M23 d'observer ou de décréter un cessez-le-feu pendant qu'il n'y a pas vraiment de confiance mutuelle entre les deux parties? Alors, l'autre préalable qui pose problème, c'est le préalable lié à la libération des prisonniers détenus aujourd'hui par Félix Tshisekedi, détenu aujourd'hui à Kinshasa.
C'est un autre préalable qui pousse à croire que c'est vraiment difficile que les parties prenantes puissent s'aligner au préalable de Félix Tshisekedi. Alors, vous savez, la libération des prisonniers politiques était l'un des préalables au processus de Doha, mais également à plusieurs processus de paix. C'était l'un des préalables à tout prix à respecter. C'était aussi un signe, c'était aussi une condition pour Kinshasa d'éprouver sa bonne foi dans le cadre de ces processus de Doha-là. Malheureusement, ça n'a pas souvent été respecté, cette libération des prisonniers politiques qui s'est fait de manière assez timorée. Donc, ça ne s'est fait pas comme prévu. Et donc, il n'y a pas suffisamment de bonne foi dans ce sens-là de la part de Kinshasa. Donc, là aussi, ça pose problème. Cet autre préalable-là qui pose problème. Tshisekedi promet de libérer les prisonniers au cas par cas, c'est-à-dire de manière conditionnelle. Et pourtant, lors du processus de Doha, l'un des préalables avant la signature du traité de paix était, n'est-ce pas, de libérer sans condition les différents prisonniers politiques détenus depuis le début des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Dans différentes prisons de Kinshasa, il y en a qui sont notamment situés à la DEMIAP, d'autres qui sont situés même en Ndolo, il y en a aussi certains. Donc, c'était l'un des préalables pour, n'est-ce pas, amener à une signature d'un traité de paix entre, n'est-ce pas, les M23 et le gouvernement congolais. Malheureusement, ça n'a pas du tout été respecté. Voilà donc les différents préalables qui posent problème, des préalables fixés par Félix Tshisekedi et qui laissent entrevoir plutôt, n'est-ce pas, un non-alignement des différentes parties prenantes au dialogue qui devrait être mené par le président angolais Joao Lourenço. Alors, l'autre préalable fixé par Félix Tshisekedi ou l'autre signal envoyé par Félix Tshisekedi dans ces différents préalables que je venais de vous lire, c'est sa façon de débouter même les évêques, la Senko et les CC dans le cadre de la médiation de ces processus de paix-là. Donc Tshisekedi ne veut pas que les évêques et les évêques, c'est-à-dire la Senko et les CC, puissent mener la médiation de ces processus de paix-là. Et pourtant, l'histoire récente de la République démocratique du Congo nous renseigne que ces mêmes évêques-là nous ont sortis d'une des plus grandes crises de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Je parle là des accords de la Saint-Sylvestre. Je ne sais pas, très chers abonnés, si vous en avez des souvenirs aujourd'hui, des accords signés, je crois, un certain 31 décembre 2016. Des accords à l'issue desquels d'ailleurs la RDC a ouvert la voie même vers les élections qui ont débouché, n'est-ce pas, par l'élection de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Le pays était vraiment dans les chaos, la guerre civile était pleine. Il y avait vraiment des partis politiques, disons, il y avait des tensions partout. De poches de tensions partout au pays. On a vu à Goma, notamment en 2015. On a vu à Kinshasa comment l'après, disons, lorsque la fin du mandat de Joseph Kabila a éclaté, comment il y a eu vraiment des tensions. Et c'est grâce à ces mêmes évêques aujourd'hui déboutés par Félix Tshisekedi, ces mêmes évêques qui sont qualifiés de traîtres par certains proches du président de la République. C'est grâce à eux que le pays a réussi à se détacher, n'est-ce pas, de cette crise multidimensionnelle qui émaillait le pays. Donc, on ne sait pas aujourd'hui comment on ne peut pas leur donner cette responsabilité-là de sortir une fois de plus la RDC dans une crise. Alors, il y a certains proches du président de la République qui disent que la RDC n'est pas en crise, mais qui en même temps vont demander leur patron, le président Tshisekedi, va demander également en même temps la médiation de l'Angola. On ne sait pas si l'Angola viendra assurer la médiation dans un pays où il n'y a pas de crise. Mais retenez quand même, très chers abonnés, si vous vous rappelez que ce sont ces évêques-là qui ont sorti la RDC d'une des plus grandes crises entre 2015 et 2018.
Et donc, on ne comprend pas comment aujourd'hui, on ne peut pas leur donner cette responsabilité-là. Alors, je ne suis pas en train de demander qu'on leur donne cette responsabilité-là, mais à minima qu'on leur réserve du respect. Du respect, pourquoi? Parce qu'ils sont très importants. Ils symbolisent quelque chose d'assez important dans ces pays. Qu'il s'agisse du domaine de la politique ou du domaine du social. Les évêques méritent du respect, très chers abonnés. Et donc, lorsqu'on est en train voilà, de les menacer des morts, on est en train de les traiter d'étrangers, des traîtres, ce n'est pas du tout respectueux vis-à-vis de ces personnalités-là qui ont sorti la RDC dans une des plus grandes crises. Voilà donc les préalables fixés par Tshisekedi pour que la médiation puisse être menée et pour que les M23 et d'autres opposants politiques puissent, n'est-ce pas, être amenés à la table avec le gouvernement congolais. Alors, on sent que les lignes bougent vraiment, puisqu'il y a encore quelques mois, Tshisekedi ne voulait pas du tout entendre parler d'un quelconque dialogue intercongolais. Lui pensait que le problème de la RDC, c'était les Rwandais et rien que les Rwandais. Aujourd'hui, en allant voir son homologue Joao Lorenzo, alors je ne sais pas l'agenda caché derrière ça, puisqu'il y en a qui pensent que Tshisekedi est en train de jouer à la montre. Ça aussi, c'est une des hypothèses à soulever. On ne sait pas pourquoi seulement maintenant, à quelques, n'est-ce pas, 2 ans de l'expiration de son mandat, Tshisekedi commence maintenant à tenter d'associer les Congolais autour de la question du dialogue intercongolais pendant qu'il y a encore quelques temps, il déboutait complètement cette idée-là et il pensait que le problème congolais était le Rwanda. Aujourd'hui, il commence à comprendre. On ne sait pas si c'est parce qu'il a finalement compris que les problèmes congolais ne seront résolus que par les solutions congolaises ou c'est simplement parce qu'il veut jouer la montre et tenter, n'est-ce pas, de glisser après la fin de son mandat en 2028. Donc, on ne sait pas ce qui anime actuellement Tshisekedi et ce qui, d'ailleurs, justifie ces revirements quand même spectaculaires de Tshisekedi en ce qui concerne cette question-là de dialogue intercongolais, très chers abonnés. Nous sommes toujours en train de décrypter ces différents faits d'actualité qui marquent aujourd'hui l'actualité en République démocratique du Congo et on va devoir aborder le deuxième sujet concernant la sortie médiatique, les briefings menés par Patrick Mouyaya et les ministres de la Justice, Guillaume Ngefa. C'était hier. Plusieurs questions vraiment ont été abordées, très chers abonnés. Il y en a eu de tonnes vraiment abordées. Il y a eu notamment des questions liées aux actes déposés par les M23 dans des zones libérées. Goma, Bukavu, le Nord et les Sud Kivu. Les M23, vous savez, administrent ces différentes zones-là et ils posent des actes. Et donc, pour le ministre Guillaume Ngefa, ces actes-là sont d'une nullité, seront nuls et des nuls effets. Alors, on va devoir y revenir. Mais en tout cas, il a d'abord, en commençant, taclé son prédécesseur, Constant Moutamba, qui est aujourd'hui en prison. Vous le savez, il a fait appel, mais son appel n'a pas eu gain de cause. Constant Moutamba, qui est aujourd'hui en prison. Et donc, il a été taclé par son successeur Guillaume Ngefa et actuel ministre de la Justice. Comment il a taclé? On va devoir le découvrir dans le cadre de cet élément pour comprendre que Guillaume Ngefa dit avoir vraiment assaini les ministères de la Justice qui étaient souillés sous Constant Moutamba. Donc pour Guillaume Ngefa, le ministère de la Justice sous Constant Moutamba était vraiment souillé. Vous allez devoir découvrir dans le cadre de cet élément, de cette courte vidéo, pour comprendre en quelque sorte comment Guillaume Ngefa a qualifié, a réussi à changer le ministère de la Justice de Constant Moutamba en un ministère de la Justice plutôt sain. Suivez dans cet élément, puis on revient pour décrypter après. La première chose que j'ai fait, c'était de dépolitiser le ministère.
Quand je suis arrivé, c'était un ministère comme un parti politique, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, il fallait absolument que nous puissions faire en sorte que l'administration soit impersonnelle. Hein, on ne fait pas la politique dans l'administration. Et ça, c'est ce que nous avons fait. Bon, le dernier dossier, je vais répondre à certaines questions, c'est les dossiers des FIVAO. C'est un dossier qui a coulé beaucoup d'encre. Il y a des cas de corruption qui continuent. Il y a eu déjà quelqu'un qui a été condamné à cet égard. Et nous avons effectivement réceptionné pour la première fois 19 millions. Et comme il y a encore d'autres cas, je pense qu'il y aura... J'ai donné des injonctions pour qu'on puisse encore... disons, traduire en justice ceux qui sont encore impliqués. J'ai réinstallé le comité Marabout et envoyé effectivement des lettres. Voilà donc Guillaume Ngefa, le ministre de la Justice, qui dit que sous Constant Moutamba, le ministère de la Justice ressemblait à un parti politique et donc lui est venu assainir tout cela. Tels sont les propos de l'actuel ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, qui a taclé au passage son prédécesseur concernant la gestion du ministère de la Justice. Alors, vous savez, Constant Moutamba, c'était vraiment les chouchous des Congolais. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, il y en a qui continuent de réclamer sa libération. Il y en a qui continuent de penser que, voilà, il a été écarté de la scène politique pour sa popularité et son ascension même politique. Mais Guillaume Ngefa a quand même révélé quelque chose d'assez percutant en disant que sous Constant Moutamba, les ministères de la Justice ressemblaient plus à un parti politique qu'à une institution. Donc, le non-dit dans le cadre de cette déclaration de Guillaume Ngefa est que sous Constant Moutamba, les agents du ministère de la Justice venaient soit de son parti politique ou de sa famille même. Et donc, lui est venu assainir tout ça et il a transformé le ministère de la Justice en un endroit sain, en une institution saine. Alors, je ne sais pas si vous partagez ces points de vue de l'actuel ministre de la Justice qui s'en est vraiment pris à son prédécesseur sans gants. Le ministère de la Justice sous Constant Moutamba ressemblait à un parti politique. Ça en dit trop. Ça en dit trop, ça veut dire que le ministère de la Justice sous Constant Moutamba, cette institution-là a été émaillée, n'est-ce pas, était remplie de beaucoup de proches du ministre, de beaucoup de ses familiers, de beaucoup de ses copartisans même en parti politique et que donc lui est venu rendre ces secteurs beaucoup plus républicains, beaucoup plus sains politiquement. Alors, on ne sait pas de quoi il parle exactement, mais ça fait vraiment un gros débat au pays, puisque Moutamba, c'est quelqu'un qui est très, très, très apprécié, notamment au sein de la jeunesse congolaise, et donc qui n'est pas susceptible aux critiques pour la plupart des gens. Mais on se rend compte qu'il est son successeur, et ce n'est pas la première fois, puisque c'est de manière assez répétée qu'il revient tout le temps sur les dérives de son prédécesseur. Donc, Ngefa a traité le ministère de la Justice sous Constant Moutamba d'un parti politique. Donc, pour lui, le ministère de la Justice ressemblait plus à un parti politique qu'à une institution saine. C'est ce qu'il a dit. On vous l'a illustré dans le cadre de cette petite vidéo. Vous avez compris. Donc, on n'a rien créé. C'est lui qui l'a dit. Et donc, il a dit que le premier travail qu'il a fait, c'était d'abord d'assainir les secteurs de la justice, le ministère de la Justice, avant maintenant de commencer à poser, n'est-ce pas, différents actes. Mais il fallait d'abord débarrasser le ministère de la Justice de tous ces désordres qu'il y avait sous Constant Moutamba. Alors, deuxièmement, le ministre Guillaume Ngefa a tenu à assurer que tous les actes, c'est ce qu'il a dit, tous les actes posés actuellement dans des zones libérées par les M23 ou par les autorités du M23 seront nuls et de nuls effets lorsque la situation reviendra à la normale. C'est ce qu'il a dit et c'est ce que nous allons devoir vous montrer dans le cadre toujours du briefing qu'il a eu à tenir aux côtés du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, hier à Kinshasa. Donc, pour Ngefa,
Et selon une ordonnance qui est en cours actuellement au niveau de la présidence, tous les actes que posent actuellement les M23 dans des zones libérées seront nuls, seront annulés une fois que la situation reviendra à la normale. Suivez dans les cas de cet élément, puis on revient après. Sur le plan de la souveraineté juridique et de la sécurité, puisque nous sommes en guerre, une avancée majeure a été réalisée avec la promulgation de l'ordonnance présidentielle rendant nul et de nul effet absolu, bien sûr, tous les actes administratifs, juridiques et judiciaires émanant du M23. Ça, c'est important puisque lorsque la paix sera revenue, donc tous les actes qui ont été posés par ces groupes armés ne seront pas reconnus. Donc, zéro reconnaissance juridique des actes d'une rébellion armée. Ça, nous avons protégé ce que je considère comme notre souveraineté. Dans le même registre, j'ai donné une dizaine d'injonctions emblématiques. Donc, il y a eu plusieurs, mais il y en a plusieurs, ont été adressées aux juridictions, aussi bien civiles militaires, pour la poursuite des auteurs de crimes. Et là, c'est très important puisque les injonctions emblématiques ont touché ce que la population considérait dans un premier temps comme des intouchables. Aujourd'hui, tout le monde, chacun qui commet des infractions, quel que soit son rang, il sera tenu responsable. Bien sûr, cela a été renforcé par la diplomatie judiciaire qui a apporté plus de crédibilité dans nos actions. Donc, par exemple, des commissions rogatoires, dont certaines en attente depuis 11 ans, ont été traitées. Et ça a donné beaucoup plus de crédibilité. Et bien sûr, il y a une dizaine d'accords de coopération pour renforcer, bien sûr, l'entraide judiciaire et faciliter les commissions rogatoires ont été finalisées et certains sont en cours. Donc, nous avons aussi appliqué le principe de la courtoisie judiciaire avec plusieurs pays parce que vous savez que... Sur le micro, si vous voulez. Vous savez qu'en tant que pays, nous avons les obligations de répondre aux requêtes qui viennent d'autres. Voilà donc Guillaume Gueffa qui est revenu sur la question liée aux actes posés par les M23 et il a dit de manière assez explicite que tous les actes posés actuellement par les M23 seront annulés une fois que la situation reviendra à la normale. Alors on ne sait pas quand est-ce que la situation reviendra à la normale, mais il a dit ceci: l'élément le plus important sur le plan de la souveraineté juridique et de la sécurité, c'est la promulgation de l'ordonnance présidentielle rendant nul et de nul effet absolu tous les actes administratifs, juridiques et judiciaires émanant du M23. Alors c'est ce qu'il a dit. Donc pour le ministre de la Justice, l'actuel ministre de la Justice, il y a une ordonnance présidentielle, s'il vous plaît, qui est en cours et qui sera promulguée on ne sait quand et qui rendra nul et de nul effet absolu. C'est ce qu'il a dit. Tous les actes administratifs, juridiques et judiciaires. Par acte administratif, on voit justement les documents, par exemple, délivrés par les autorités du M23, CPGL, différents documents. Vraiment, il y a des documents, les actes des mariages, plusieurs actes délivrés par les autorités du M23 pour Nguefa et selon une ordonnance présidentielle qui est en cours. Tous ces actes-là seront annulés. Donc les mariages qui sont en train d'être célébrés aujourd'hui seront annulés une fois que la situation reviendra à la normale. Donc tous les mariés doivent s'inquiéter, tous les mariés sous le M23 doivent s'inquiéter de leur sort, puisque après, leur mariage sera annulé par Kinshasa. Vous imaginez, moi je ne sais pas, tous les gens qui détiennent les documents, CPGL, les actes, je ne sais pas si même les actes des décès, je ne sais pas si tous les décès ne seront plus aussi considérés comme décédés après le retour à la normale, selon l'ordonnance présidentielle qui est en train d'être, qui va être promulguée. Donc je sais qu'il y a beaucoup de mariés, des Goma, des mariés de 2025, des Goma, des Bukavu, des Uvira qui sont en train de nous suivre. Retenez, ce n'est pas une comédie.
Je vais vous relire cette disposition. L'élément le plus important sur le plan de la souveraineté juridique et de la sécurité, c'est la promulgation de l'ordonnance présidentielle rendant nul et de nul effet absolu tous les actes administratifs, juridiques et judiciaires émanant du M23. Donc, vous vous êtes marié sous le M23. Lorsque Kinshasa reviendra, votre mariage sera annulé. C'est ça l'ordonnance présidentielle que Tshisekedi promulguera d'ici là. Alors, on ne sait pas sur quel fondement. Il parle des actes administratifs, des actes juridiques. Donc, toutes les sentences, toutes les lois votées sous le M23 seront annulées. Voilà donc des actes juridiques dont ils sont en train de parler. Il parle également des actes judiciaires, c'est-à-dire toutes les sentences prononcées par les différents tribunaux précaires qui ont été installés par les M23, les tribunaux arbitraux. Hein? Donc, toutes les décisions, toutes les sentences prononcées par les arbitres seront annulées une fois que la situation reviendra à la normale, a déclaré donc Guillaume Ngefa, l'actuel ministre de la Justice. Alors, on ne sait pas si le ministre de la Justice est informé de la fameuse théorie des fonctionnaires des faits qui donne le pouvoir aux autorités des faits, même aux rebelles qui administrent une entité, de prendre certains actes, des actes notamment liés à la continuité des services publics. Les gens qui veulent se marier ne peuvent pas attendre quand Kinshasa parviendra, on ne sait pas par quel miracle, à retrouver, n'est-ce pas, la gestion de Goma et de Bukavu pour se marier. Donc, c'est pourtant quelque chose de fondamental. Ce sont des ABC de la gestion de la chose publique. Je m'imagine, moi, je vais me marier. Je suis sur le point de me marier et que, voilà, le M23 prennent le contrôle de la ville de Goma. Devrais-je attendre que Kinshasa reprenne le contrôle de la ville de Goma pour que je me marie? Voilà pourquoi il existe une théorie, la théorie des fonctionnaires de fait, qui donne du pouvoir aux autorités des faits. Qui dit autorité des faits dit les autorités qui administrent actuellement Goma et Bukavu, de prendre certains actes, certes irréguliers, mais qui font office de loi ou qui sont de ces faits-là réguliers dans le cadre de la continuité de services publics. C'est normal. Alors, on ne sait pas d'où est-ce que les ministres Guillaume Ngefa et le président Tshisekedi ont tiré ces raisonnements-là que moi, personnellement, je trouve un peu farfelu et loufoque. Alors, la dernière partie, n'est-ce pas, avant de vous lire, très chers abonnés, vous êtes très nombreux à réagir par rapport à cette actualité. Retenez que plusieurs officiers de l'armée qui ont été interpellés récemment, vous aviez vu les Ndayouel, qui ont été accusés de complot contre les chefs de l'État, vont devoir être jugés. C'est l'autre information apportée par le ministre de la Justice. D'ailleurs, on va devoir vous lire une dépêche de la RFI pour que vous compreniez où est-ce qu'on en est exactement avec la situation de ces généraux. Dans une précédente production, toujours des décryptages, notre confrère Jenin Touali vous a suffisamment, n'est-ce pas, informé sur la situation de ces différents officiers-là qui ont été arrêtés l'un après l'autre, simplement pour avoir été accusés de fomenter un complot contre les chefs de l'État. Et donc, l'information actuelle est que tous ces officiers-là seront jugés. Alors, c'est quoi la dépêche de la Radio France Internationale? Plusieurs officiers supérieurs de l'armée congolaise arrêtés depuis plusieurs mois ont été officiellement mis en accusation. Ils ont été transformés à la prison militaire de Ndolo, à Kinshasa. Les charges sont lourdes
association des malfaiteurs, complot contre le président de la République, comme j'étais en train de vous le dire, tentative d'assassinat, on ne sait de qui, et trahison pour des contacts présumés avec une puissance étrangère. Là, on parle du Rwanda, bien évidemment. Parmi les mises en accusation des officiers réputés proches du président, parmi les personnes concernées par cette vague d'arrestation en République démocratique du Congo, une vague d'arrestation des officiers et des officiers supérieurs de l'armée congolaise, le général Frank Tumba, ancien chef de la maison militaire de la présidence, un service directement rattaché au chef de l'État, et fait partie, n'est-ce pas, de ces officiers interpellés. Il y a aussi le général Christian Daiwel, qui avait d'ailleurs été accusé de comploter ou de fomenter un coup d'État contre Félix Tshisekedi, ancien chef d'état-major général des forces armées de la RDC et conseiller militaire du président Félix Tshisekedi au moment de son arrestation. Autre nom cité, le général Christian Daiwel Okura, ancien patron là, j'étais en train de parler de Christian Chiwewe. Puis Christian Daiwel, ancien patron des renseignements militaires. Il avait été nommé il y a environ 1 an chef d'état-major de la force terrestre. Vous imaginez de quel rang des officiers on est en train de parler? Alors, au total, il y en a 11. Non, au total, il y en a 14. Donc, ils sont nombreux, pas que 14. Il y a 11 officiers généraux et 14 officiers supérieurs qui sont aujourd'hui interpellés et qui seront jugés. Donc, si on essaie un peu de faire la sommation, il y a 25 officiers supérieurs de l'armée congolaise qui ont été interpellés pour avoir, selon les proches de Tshisekedi et selon même cette dépêche, avoir comploté contre le président de la République et avoir manigancé avec une puissance étrangère pour, n'est-ce pas, faire un coup d'État contre Tshisekedi. Et donc, le ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, a précisé qu'il y a une accélération de la démarche au niveau de la justice militaire et que ces derniers seront jugés d'ici là, très chers abonnés. Alors récemment, il s'est passé une véritable vague d'arrestations au sein de l'armée congolaise, notamment au sein de la classe supérieure de l'armée congolaise. Plusieurs officiers supérieurs, dont Christian Daiwel, Chiwewe également, Frank Tumba également, ont été, n'est-ce pas, interpellés pour avoir tenté un coup d'État. On ne sait pas comment ils s'y sont pris, mais c'est en tout cas ce qui a été dit. Et donc, il y a eu des rumeurs autour d'une tentative de coup d'État contre Tshisekedi. Et donc, tous ces officiers supérieurs-là ont, n'est-ce pas, été interpellés à cause de ça. Daiwel, c'est l'emblématique, Chiwewe et Frank Tumba ont tous été interpellés pour avoir, selon les sources proches de la présidence de la République, tenté un coup d'État contre Félix Tshisekedi. D'ailleurs, Félix Tshisekedi qui a dit à son homologue angolais Joao Lourenço que tous ces officiers-là sont interpellés ou ont été interpellés pour traîtrise. C'est le mot qu'il a utilisé. Ce sont des traîtres, c'est ce qu'il a dit à son homologue, n'est-ce pas, Joao Lourenço. Alors, vous êtes très nombreux à nous lire. On va commencer d'abord sur YouTube, puisque vous êtes en train de nous suivre sur plusieurs plateformes. YouTube, il y en a qui sont en train de nous suivre ou qui nous suivent régulièrement sur TikTok, et d'autres qui sont en train de nous suivre actuellement sur Facebook. On va y aller mollo mollo. Jean-Paul Kandolo qui dit « Pas question de dialogue ». Merci beaucoup, très cher Jean-Claude, pour votre point de vue. Pas question de religieux dans les dialogues politiques. Les Cinco sont là pour le Rwanda. Alors, Jean-Paul Kandolo, lui aussi, est atteint par les syndromes de plusieurs gens qui ne voient que le Rwanda partout où il y a des problèmes de la RDC. Donc, pour Jean-Claude Kandolo, les évêques appartiennent au Rwanda. Merci beaucoup quand même, cher Jean-Paul, pour votre contribution. Jean-Baptiste qui nous écrit en lingala.
on ne saura pas vraiment traduire ce qu'il a écrit. Ushindi Mazino, pas question des évêques. Ils sont totalement corrompus. Pourquoi leur faire confiance? Ushindi Mazino, leur faire confiance parce que qu'on n'ait pas la mémoire courte, très chers abonnés, qu'on n'ait pas vraiment la mémoire courte au point d'oublier que ce sont ces mêmes évêques qui nous ont sortis du bourbier de 2015 à 2018. Ce sont eux qui ont fait à ce qu'on ait des élections, lesquelles élections d'ailleurs qui ont abouti à l'élection de Félix Tshisekedi. Il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte et traiter les mêmes gens sur qui on s'est reposé hier pour sortir le pays d'une crise, d'une terrible crise. Aujourd'hui, de les traiter d'étrangers, de corrompus. Donc moi, je trouve ça un peu malhonnête et un peu ingrat de la part de Congolais. Jean Chiboui qui dit « Dialogue ezate, tika lukuta ». Moi, je vous informe, très chers gens, si vous n'êtes pas suffisamment informés, que Tshisekedi est en train, n'est-ce pas, de solliciter des dialogues entre Congolais, mais moyennant les préalables que je vous ai donnés. Il est allé voir le président angolais Joao Lourenço pour qu'il vienne mener les bons offices de ces dialogues-là. Alors, il a essayé un peu de lister certains préalables. L'Angola doit assurer la médiation. Les dialogues là doivent se tenir à Kinshasa. On ne sait pas par quelle magie la partie de l'opposition armée rejoindra Kinshasa en toute sécurité. Donc, il a mis vraiment beaucoup de préalables. Si vous nous avez suivis en début d'émission, vous saurez qu'il y a vraiment, il n'y a aucun mensonge. Tshisekedi est allé voir Lorenzo pour qu'il vienne mener les bons offices d'un dialogue intercongolais, un dialogue qui réunira aussi bien l'opposition armée que l'opposition non armée. Donc c'est ça, très cher Jean Chiboui, en guise d'information. Mitterrand Loudikai qui dit alors les enfants ici de ces mariages. Très bonne question, très cher Mitterrand. Nous-mêmes, on est en train de se poser des questions. Les mariages qui ont été célébrés sous les M23 seront annulés par Kinshasa. Les gens redeviendront célibataires après s'être mariés. Les enfants qui sont nés sous les M23, tous les actes qui vont avec seront annulés. Quel sera leur sort? Donc, c'est une très bonne question, très cher Mitterrand. On y reviendra dans les cadres de nos prochaines productions. Tu es vraiment l'un des M23. Tout ce que tu dis, c'est faux. Un nom... Jotai, en tout cas, c'est un nom très compliqué. Merci beaucoup quand même de nous traiter de M23 à chaque fois que on essaie de révéler la vérité. Ok, dit Stéphane, tu es aventurier. Merci beaucoup, très cher Ok, dit, pour l'insulte facile. Les enfants ici de ces mariages seront aussi annulés d'après cette ordonnance. Gilles Bimba. Tous les actes, c'est ce qui a été dit par le ministre Guillaume Gueffa, tous les actes seront annulés. Même les actes que portent les enfants ici de ces mariages. C'est vraiment beaucoup d'insultes pour le simple fait d'avoir relayé les propos d'un ministre. Et d'ailleurs, on vous a balancé une vidéo pour que vous compreniez, très chers abonnés, que c'est grave. C'est grave. Donc, les mariés, si vous avez un frère qui s'est marié à Goma, il ne le sera plus. Quand Kinshasa reviendra, ça fait vraiment rigoler. Mais c'est aussi ça, la classe politique congolaise. On a l'impression qu'il y a plus de comédiens que de vrais politiciens. Alors, on va lire également ceux qui ont réagi sur d'autres plateformes, notamment Facebook. Ngefa n'a pas la même puissance que Mutamba, héritier de Kele, activiste. Alors, Ngefa, lui, pense qu'il est meilleur que Mutamba et il est venu plutôt corriger les impairs de Mutamba, très cher héritier de Kele. Alors,
je ne peux pas entrer dans le comparatisme entre les deux hommes, hein, mais chacun pense qu'il est meilleur que l'autre. On a en face de nous des personnes qui sont en train de s'émuler autour de leurs propres compétences. Michel Mbouyi Lumana, il dit des dialogues qui n'apporteront rien. Et si Tshisekedi accepte les dialogues, c'est pour son intérêt. Il agit en fin stratège. Tôt ou tard, ces mêmes demandeurs de dialogue vous diront mieux. Merci beaucoup, très cher Mbouyi. Voilà pourquoi on s'est posé la question de savoir pourquoi seulement maintenant que Tshisekedi revient. Pourquoi seulement maintenant? Serait-il en train de jouer la montre également, puisque 2028 est proche, pour que voilà, il ait une transition, de 2 ou 3 ans afin de rester au pouvoir? Alors, toutes ces questions, toutes ces hypothèses-là méritent, n'est-ce pas, d'être soulevées afin que l'on puisse porter la meilleure analyse politique possible. Pardon. Moussa Zialirwa qui nous dit une bonne analyse. Merci beaucoup, très cher Moussa Zialirwa. Ngoy Hilaire, infirmier, qui nous envoie justement de signes de tristesse. Alors, vous avez été très nombreux à nous suivre, très chers abonnés. Il y a vraiment d'autres programmes très chargés sur Web Info Télévision. Les actualités chaudes notamment, là vraiment ça va chauffer. On va revenir sur les actualités marquantes tout au long de la semaine. On va débriefer vraiment, on va les analyser à peigne fin pour que vous compreniez également la position de nos différents journalistes, et aussi vont devoir donner leur propre position dans le cadre des actus chaudes, très chers abonnés, des actus chaudes qui arrivent dans la foulée simplement de cette émission. Et donc je vous convie, n'est-ce pas, à suivre ces actus chaudes avec beaucoup d'intérêt. Alors, les derniers commentaires, Carvino, pourquoi avoir entendu que tous ces gens meurent pour dialoguer? Voilà donc une question très intéressante. Pourquoi avoir entendu tous ces morts, tous ces blessés, toutes ces faillites même économiques pour finalement revenir à ce qu'on allait faire depuis le début? Donc aujourd'hui, on est en train de... Tshisekedi s'est entêté à ne pas... Pourtant, Vital Kamerhe et son allié lui en avaient fait des propositions. Vous savez, la meilleure manière, il y a un auteur chinois, Sun Tzu, qui dit que les meilleurs généraux, les meilleurs commandants d'armée, c'est celui qui gagne la guerre sans combattre. C'est ça les meilleurs commandants d'armée. Donc Tshisekedi avait la possibilité de résoudre cette question sans qu'il y ait bain de sang. Malheureusement, il y a eu des milliers de Congolais qui sont morts. Et aujourd'hui, il revient à la même... à ce qu'il allait faire depuis 3 ans. Avec autant de pertes, avec autant de faillites, avec autant de morts, avec autant de blessés. Avec autant d'avenir ruiné. Donc, c'est une très belle question, très cher Carvino, qui nous pousse d'ailleurs à la fin de cette émission. Une émission vraiment riche à laquelle vous avez également concouru chaleureusement, très chers abonnés. Je vous donne rendez-vous dans les cadres de Actu Chaude, toujours à la même adresse, Web Info Télévision. Merci beaucoup.